Alors l'absentéisme en entreprise, les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, qui sont impressionnants. Étude Aiming et AG2R La Mondiale qui est sortie ce matin, qui nous dit quoi? Que l'an dernier, les salariés du privé et ou en CDI ont été absents en moyenne, c'est une moyenne bien sûr, 24,5 jours, c'était seulement 14 jours en 2011. On sent que le Covid est passé par là, pas que. Mais quand même le Covid. Pas que. Alors en fait, toujours est-il que le problème reste le même. Ça coûte très cher. On évalue aujourd'hui le coût de l'absentéisme en France à 100 milliards d'euros par an. Donc évidemment, c'est colossal. Maintenant, en fait, la question qui se pose derrière tout ça, c'est est-ce que le travail a cessé d'être la priorité des Français? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de Français qui sont très attachés à leur travail. Il y a beaucoup de Français qui sont très attachés aussi aux valeurs de l'entrepreneuriat. L'année dernière, record, plus de 1 million d'entreprises créées en France, malgré le contexte économique compliqué. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a aussi des raisons d'ordre personnel derrière tout ça. Donc, ce sont aussi des travailleurs qui ont besoin de prendre du temps pour prendre en charge notamment leurs parents qui sont âgés, des sujets de garde d'enfants. Et j'entends aussi cette petite musique sur le sujet du télétravail, parce qu'on dit attention, les gens qui ne sont pas présents au bureau, évidemment, ont moins de liens sociaux et donc perdent plus facilement le sens de ce qu'ils font. Mais il ne faut pas oublier quand même que le télétravail, c'est un outil de motivation et de liberté formidable quand il est bien exercé. Les spécialistes disent que le télétravail est encore un peu plus banalisé, le fait d'être chez soi fait rentrer dans les mœurs avec le fait de savoir si on travaille ou pas. Est-ce que la frontière n'est pas un peu plus poreuse aussi entre les deux? Comment vous regardez ces chiffres, vous? Je pense qu'on est sur un phénomène récurrent qui revient à peu près tous les 2 ans, donc à savoir des Français qui potentiellement une baisse de motivation. Il y a la question des jeunes, vous l'avez dit, et finalement, est-ce que le CDI c'est encore un Graal? Ça ne l'est plus de toute évidence sur les études qui en ressortent sur ces derniers mois. Il y a aussi, je pense, toujours sur le volet des jeunes, un manque d'acculturation au niveau de l'entreprise, des codes, des us et coutumes. Et ça se perd, ça recoupe tout ce qui a pu être dit sur la réforme des lycées, sur la réforme de la formation professionnelle. Aujourd'hui, oui, le télétravail a été largement démocratisé par le Covid. Il y a forcément une sorte de confort là-dedans et c'est légitime que les Français s'y complaisent et souhaitent poursuivre dans cette dynamique. Il y a aussi la question de la semaine de 4 jours qui pourrait avoir des effets de productivité, pourquoi pas. Et sur la question de l'absentéisme, aujourd'hui, c'est bien analyser aussi les typologies de métiers qui peuvent se permettre d'avoir un surplus de télétravail ou d'avoir un absentéisme plus facile. Là où d'autres, par exemple sur la question de restauration, c'est peut-être un peu plus compliqué de pallier au dernier moment. Et dans l'article que vous nous avez fait parvenir, ironiquement, on s'aperçoit que l'industrie et la santé sont relativement bien organisées pour faire face à des absences de dernière minute. Sur les services. Audrey disait, est-ce que le travail est encore une priorité? Il faut croire que pour beaucoup de gens, le travail n'est plus une priorité. C'est plus facile de faire parler une minorité. Est-ce que le travail est encore une priorité? C'est vrai, quand on regarde les chiffres, c'est vrai que c'est particulièrement cette croissance d'absentéisme, elle se retrouve chez les moins de 30 ans. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément. Part du principe qu'ils veulent plus venir bosser tous les jours. Alors, c'est un peu non, c'est pas ça. Ils veulent un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Exactement. C'est la raison aussi pour laquelle je pense qu'il y a 2 autres phénomènes. Je dirais pas le télétravail, parce que le télétravail, à la rigueur, presque, c'est le dispositif qui permettrait, entre guillemets, d'éviter la sanction de l'arrêt de travail, parce que l'arrêt de travail, quand même, financièrement, pour le salarié, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus d'intéressant, et le télétravail permet d'aménager ce dispositif pour éviter, justement, que l'arrêt de travail tombe ici. Mais en revanche, on voit une augmentation des arrêts de travail pour cause dite psychosomatique, c'est-à-dire psychologique. Je pense que là, il faut quand même y lire quand même un vrai signe aussi sur les sociétés de services. C'est-à-dire les grosses augmentations, c'est là. C'est moins de 30 ans, des arrêts de travail plutôt dans l'aspect psychologique et sur les sociétés de services. Et là, on peut peut-être corréler à une logique de cette accélération considérable dans la digitalisation de l'ensemble des métiers qui nous entourent. Et ça, c'est assez traumatique pour un salarié. Pourquoi? Parce que 80% des métiers qui existeront dans 10 ans ne sont pas encore créés aujourd'hui. Mais on est en train de les fabriquer. Donc à chaque fois, ce sont des organisations, des modifications de postes, des modifications de procédures, de process, et parfois ça peut créer certains traumatismes. Emmanuel, est-ce que le travail est encore une priorité pour beaucoup de Français, pour vous aujourd'hui? Clairement, quand vous regardez quand même les enquêtes à 10-15 ans d'écart, il y a des inversions de tendance qui sont assez fortes. Si vous regardez par exemple, quand on demande est-ce que le travail c'est quelque chose de très important dans votre vie, le nombre de gens qui répondent très important, alors il y a beaucoup de gens qui répondent encore important, mais le nombre de gens qui répondent très important est en baisse très forte. Différent en fonction des classes d'âge, Emmanuel.
Oui, alors effectivement, en fonction des classes d'âge, mais même si vous regardez une enquête qui a été faite par l'IFOP, qui est peut-être la plus frappante, sur priorité vie professionnelle, vie privée, vous êtes à 80% de priorité à la vie professionnelle il y a 15 ans, 20% pour les... Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, il y a cette inversion. Alors, tout ce qui a été dit est absolument juste. Effectivement, je crois que l'effet aussi du Covid, c'est que la crise sanitaire a clairement baissé le seuil d'acceptabilité de la pénibilité au travail, très clairement, et que les gens ne sont plus prêts à accepter certains efforts. Il y a quand même une baisse de motivation au travail, cette espèce de ce que Pascal Bruckner appelle la société des pantoufles, où effectivement, parce que comme par hasard, moi je veux bien Rodolphe, oui, on va dire c'est le vendredi et le lundi. C'est quand même surtout le lundi et le vendredi. Ça peut arriver. Après, moi je pense qu'il y a des tas de phénomènes nouveaux qui, conjugués à la culture de la compassion des médecins, font que finalement, par précaution, on va donner un arrêt maladie parce qu'on ne sait pas trop où on va. Oui. Moi, j'avoue que je suis quand même assez fasciné par alors le burn-out. Maintenant, on n'a plus que ce mot-là à la bouche. Il y a le quiet out aussi. Comment ? Il y a le quiet out qui est à la mode, c'est quitter son travail sans faire de bruit, en faisant le minimum possible. Quitting. Alors c'est une forme de démission passive, en fait. C'est ce qu'on appelait le présentéisme avant le Covid, en fait. Pour le coup, ça peut nous faire rebondir sur un autre chiffre. Et voilà. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a tout ça. Mais ce qui est encore fascinant, c'est toujours cette idée que travailler, quelque part, ça devient presque facultatif. Et ça reste un sujet chez les jeunes, vous lisez l'étude, vous disiez ce que disent les spécialistes RH, ils vous disent il y a des jeunes aujourd'hui qui partent du principe qu'ils ne veulent plus aller travailler tous les jours. Voilà, on en pense qu'on veut, c'est pas un jugement de valeur. Après, oui, Samuel, si vous cherchez des gens motivés et dédiés à 100% à leur travail, vous les trouverez sur LinkedIn, elles font des posts à rallonge et elles se régalent. Par contre, il y a un autre chiffre qu'on peut mettre en perspective, c'est les 2,5 millions d'auto-entrepreneurs qu'on compte aujourd'hui en France. Je pense qu'il y a eu une grosse explosion en après-Covid. Exactement. Donc ça traduit une chose, ça traduit d'une part l'envie de liberté des nouvelles générations et le freelancing qui est en train de plus en plus de se démocratiser, et ça je le disais il y a quelques semaines encore. Mais en aucun cas l'envie qu'on a moins envie de bosser, voilà, c'est ça. On a envie de bosser différemment. On a envie de travailler mieux, c'est tout. Je vais vous dire une chose, vous prenez une personne qui bosse de chez elle en télétravail tous les jours parce qu'elle a un accord avec son entreprise, elle est capable de faire en 3 heures ce que d'autres feront au bureau en 6 heures. Oui, donc c'est aussi comment... Non mais c'est vrai que juste sur la flexibilité du travail, une étude récente montre justement que les cadres demandent de plus en plus de flexibilité. Quelque part, est-ce que c'est pas la fin du 9 à 7 et est-ce que c'est pas l'évolution du progrès social que de dire on va travailler peut-être un peu moins, mais beaucoup mieux. Oui, mais après, est-ce qu'on n'est pas en train de construire un leurre en expliquant que d'un côté, on a la vie personnelle et qui doit aller très bien, on fait tout pour que ça aille bien, et à côté on a la vie professionnelle dans laquelle il faut surtout faire en sorte que cette vie professionnelle ne vienne pas bousculer. Oui, mais la semaine de 4 jours est un bon contre-exemple, parce qu'elle est mise en place dans certaines entreprises et l'absentéisme baisse drastiquement. Je suis d'accord, mais de passer 7 ou 8 heures de sa vie au boulot, est-ce qu'on peut faire la distinction et d'imaginer que quand ça se passe mal au boulot, alors dans ce cas-là ça va se passer bien à la maison, si à un moment ou à un autre, l'histoire sont un peu liées, c'est-à-dire que ce qui va se passer au boulot fabrique aussi ce qui va se passer à la maison, et ce qui va se passer à la maison. Oui, et on en revient au sens du travail et au management positif. Ce qui est dommage, c'est qu'on manque quand même de données plus approfondies. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien savoir aussi, en fonction des niveaux de revenus, en fonction des... Parce que moi, je veux bien, mais tout ce qu'on... Je sais pas plus en plus de cadres, hein, non, mais... Manuel, dans cette étude. Oui, mais justement, il y a quand même quelque chose plus en plus de jeunes. Quelque part, je ne trouve pas cohérent. C'est-à-dire que on dit, il y a de plus en plus de télétravail, et ça semble aller dans le sens de ce que souhaitent les salariés. Oui. Il y a de plus en plus d'aménagement du temps de travail. C'est quand même la tendance, Rodolphe. Bien sûr. Tu ne vas pas dire le contraire. Et on a l'impression qu'il y a quand même des efforts qui sont faits, même en matière d'ergonomie au bureau et tout, etc., pour aller dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie globale au travail. Et c'est pour ça que je trouve que ça ne colle pas tout à fait avec cette explosion de l'absentéisme. Et donc, je pense qu'il y a des métiers, il y a des métiers qui sont sans doute. Je pense que tout ça est extrêmement mal réparti en fait, et que la moyenne est particulièrement trompeuse. Mais aussi, Emmanuel, parce que toutes ces tendances, elles sont quand même assez nouvelles. Donc c'est pour ça, en effet, on manque de donner des agrégés sur l'ensemble. Il faut le prendre, c'est finalement ce que dit Emmanuel, il faut le prendre par le segment. Ah, pardon. Non, mais je termine juste quand même sur les best practices. Moi, j'avais mis en place quelque chose dans une des entreprises que je dirigeais qui avait très bien marché. C'était une prime, justement, qui visait à récompenser les gens qui étaient là, prime liée, en fait, au présentéisme. Et quand quelqu'un était absent 25%
30% de l'année, ils touchaient 75% de la prime d'intéressement. Et ça marchait très bien. Oui, mais ça voudrait dire récompenser ce qui finalement est la norme et la normalité. Et oui, mais dans un contexte post-pandémie, ça marche. Tout à fait. Après, pour recouper ce que disait Emmanuel, c'est qu'il faut, cette étude, il faut la prendre selon les typologies de métiers. Il y a des métiers, comme le disait Rodolphe, où toutes ces règles de télétravail, d'ergonomie au bureau, de mieux vivre, de tout ce que vous voulez, c'est pas forcément applicable. On n'est pas dans ces typologies de métiers. Ça nécessite une exigence tout à fait différente. Et là, pour le coup, c'est effectivement sur peut-être les métiers de service qu'il faudra se concentrer. Ouais. C'est là-dessus qu'il faudra aussi concentrer les efforts pour, à terme, faire revenir les gens au bureau. Mais si on commence à se poser la question d'un intéressement, d'une rémunération supplémentaire pour que les gens fassent finalement ce qui est dans un contrat de travail, dans une fiche de poste. Oui, mais c'est important de partager les bonnes pratiques aussi pour ceux qui nous écoutent. Pour les là, très rapide, il faut savoir que dans cette étude, on se rend compte que l'absentéisme est supérieur chez les cadres des sociétés de services que dans les entreprises du BTP, où on a bien conscience que la pénibilité... Parce que pour beaucoup d'entreprises, c'est plus facile de signer un cadre que de signer un autre type de contrat aussi. C'est vrai. Ou malgré les mesures d'ergonomie et de direction, il y a toujours, on sent plus la charge de travail et la dégradation des conditions de travail. Il y a sans doute une crise de la pénibilité quand même de certains métiers, et on retombe sur ce qu'on a dit pendant le Covid, sur les métiers essentiels, etc. Moi, je veux bien croire que, dans la santé, etc., c'est compliqué. Et je pense qu'après, il y a une crise d'adaptation. Et c'est vrai que ce que dit Rodolphe sur les cadres, les nouvelles technos, il y a peut-être un stress du changement qui n'est pas une problématique vraiment de pénibilité au sens de fatigue, etc., mais peut-être de stress généré. On ressent plus l'accroissement de charge de travail et la dégradation des conditions de travail. Et la disruption de son métier. J'ai appris un métier il y a 5 ans et dans 2 ans, ça n'existera plus. Oui, et pour rebondir aussi sur ce que disait Emmanuel, sur le sujet du burn-out, il faut aussi se rendre compte que dans un contexte ultra-inflationniste, il y a beaucoup de gens qui déjà étaient épuisés après la pandémie, qui ont cumulé 2 ou 3 jobs et qui en effet arrivent à un moment où ils n'en peuvent plus. Allez, les médecins, on marque une pause, 18h45, on revient dans un instant. Les médecins, des mesures aujourd'hui proposées à l'Assemblée pour résoudre le problème des déserts médicaux qui font débat, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Tout de suite. Good Evening Business, le débat.